Bienvenue sur Stratpol et nous allons parler aujourd'hui de la gauche française et de la guerre. Cette vidéo s'inscrit dans une série à venir de plusieurs vidéos qui va consister en une déconstruction des mythes sur lesquels la gauche française s'appuie encore aujourd'hui. Ça peut être des sujets que nous avons déjà abordés mais sur lesquels nous reviendrons comme la colonisation, le droit de vote des femmes. Et aujourd'hui, plus particulièrement, nous allons parler du comportement de la gauche vis-à-vis de la guerre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelons que le terme de gauche et de droite est apparu à la Révolution française. À l'époque, ce qui correspond aujourd'hui au Parlement était dans une salle carrée où le perchoir était à un bout de la salle et de chaque côté du perchoir, donc à gauche et à droite, il y avait des estrades. Et la gauche, donc, ce qui était la gauche idéologique, c'est-à-dire la plus radicalement révolutionnaire, les Jacobins et les Girondins se trouvaient à gauche, donc du perchoir, et les feuillants, les monarchistes constitutionnels, se trouvaient sur la droite. Ce découpage de la vie politique entre droite et gauche aura de l'influence et le terme sera repris par tous les pays dans le monde. Au sein de cette gauche, donc, il y a les Girondins et qui représentent en fait le messianisme de gauche, c'est-à-dire de ceux qui veulent porter la bonne nouvelle républicaine et de la Révolution française partout dans le monde et faire la guerre contre les tyrans. Et donc cette guerre, ils vont l'obtenir en 1792. Bien sûr, ils vont l'obtenir contre les monarchistes constitutionnels, donc les feuillants, mais également contre les Jacobins qui, eux, et ça sera aussi un autre sujet de vidéo, eux préféreraient ne pas faire la guerre à l'extérieur pour pouvoir la faire à l'intérieur et éliminer ceux qui s'opposent au mouvement révolutionnaire tel que eux le conçoivent. Donc 1792, c'est cette première guerre qui va profondément marquer l'histoire de la gauche, c'est-à-dire qu'on n'est pas économe du sang des Français pour aller porter son idéologie aux quatre coins de la planète. Ce cycle de guerre déclenché en 1792 s'achèvera en 1815 par le traité de Vienne qui scellera le déclin de la France sur la scène internationale. Pour autant, la gauche française ne renonce pas à ce militarisme idéologique. De 1815 à nos jours, quand elle sera au pouvoir ou lorsque ses idées domineront, elle se lancera dans des conquêtes militaires, toujours dans le but soit de chasser les tyrans comme 1792, soit de soutenir le principe des nationalités, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, soit plus récemment dans ce qu'on a appelé la guerre humanitaire. Nous ne nous attarderons pas sur les périodes de restauration et même sur la période de Napoléon III, même si celui-ci déclenche des guerres au nom du principe des nationalités, parce que la définition de gauche et de droite prend réellement tout son sens en 1877, au moment où, après l'échec de l'ultime restauration, naît la Troisième République. Le militarisme idéologique de la Troisième République va s'affirmer dans la colonisation. Alors qu'en 1877, l'idée coloniale en France n'intéresse pas grand monde, je renvoie justement aux travaux de Raoul Girardet, qui fut d'ailleurs mon professeur à Saint-Cyr. Alors que cette idée coloniale n'a pas trop de succès, les Français pensant soit à reprendre l'Alsace-Lorraine, soit ne voyant pas l'intérêt d'aller perdre des forces sur d'autres continents, ce sont les deux fondateurs de la Troisième République, c'est-à-dire Gambetta et Jules Ferry, donc qui sont des hommes de gauche, qui vont se lancer dans cette aventure militaire, non seulement en Afrique, mais également donc, au Tonkin, dans des expéditions pour le moins hasardeuses. Rappelons au passage que cette orientation de la France vers des conquêtes coloniales plutôt vers de la reconquête de l'Alsace-Lorraine, que nous venons à peine de perdre face à la Prusse et désormais face au Second Reich, cette nouvelle politique française est très soutenue par Bismarck, qui est bien content de voir que les Français pensent à autre chose qu'à l'Europe. Cette conquête coloniale se fait, rappelons-le, au nom du droit et des devoirs des races supérieures vis-à-vis des races inférieures. Les conquêtes coloniales contribuent à épuiser la France et à son impréparation vis-à-vis de la Première Guerre mondiale, sur laquelle nous reviendrons dans la deuxième partie de cette vidéo.
La France sort vainqueur de la Première Guerre mondiale et l'on pourrait croire qu'à ce moment-là, eh bien, la gauche va renoncer à son bellicisme idéologique et comprendre que la colonisation, malgré les apports extraordinaires que ça a été pour les peuples que nous avons colonisés, hein, je ne vais pas faire la liste des hôpitaux, des voies ferrées, de ce grand bond en avant économique qui a été fait grâce aux Français dans ces pays-là, eh bien, la gauche ne comprend pas qu'il est temps d'en finir et de se concentrer sur l'ennemi principal qui est l'Allemagne, qui a déjà commencé son réarmement. Eh bien, la gauche relance de nouveau une guerre. Cette fois, c'est au Maroc, suite au soulèvement d'Abdelkrim en 1924. Et en effet, qui est au pouvoir à ce moment-là? Eh bien, c'est le cartel des gauches, et toujours au nom de cette obsession de vouloir contrôler des territoires où nous n'avons rien à faire. Ce qu'il est important de préciser, avant de continuer cette vidéo, c'est que la Troisième et la Quatrième République n'ont été gouvernées que par la gauche. Alors évidemment, ce sont 50 nuances de gauche, et puisque, eh bien, par exemple, Gambetta et Jules Ferry, 20 ans après, sont largement dépassés sur leur gauche. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont changé d'idée. Si on prend par exemple quelqu'un comme Georges Clemenceau débute sa carrière politique à l'extrême gauche, puis à gauche, puis finalement finit à la tête de la Chambre Bleu Horizon en 1918, réputée à droite parce qu'elle veut faire payer les Allemands. Il finit sa carrière politique sans avoir jamais changé d'idée, mais en revanche, c'est le paysage politique français qui change dans ce qu'un auteur français appelle en 1932 eh bien, le sinistrisme, ou plutôt, on pourrait appeler ça, nous, le sinistrogir, c'est-à-dire le mouvement de la vie politique française vers la gauche. Pourquoi? Eh bien, parce que les radicaux qui sont la gauche en 1877 eh bien, sont repoussés d'abord vers le centre et ensuite vers la droite, tout d'abord eh bien, par les socialistes de la SFIO, puis par les communistes. Mais quoi qu'il arrive, et il suffit pour cela d'examiner le personnel politique, eh bien la France sera gouvernée toujours par eh bien, des hommes qui appartiennent à ces 50 nuances de gauche. Un autre exemple est celui de Pierre Laval, qui démarre sa carrière comme plus jeune député socialiste, puis radical socialiste. Il devient par la suite membre d'un gouvernement que l'historiographie veut nous faire croire comme étant de droite, alors qu'il est composé par des personnes de gauche, entre 1932 et 1936. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, au sein de la Quatrième République, c'est encore la gauche qui domine et qui n'a toujours pas compris que la France doit abandonner calmement ses colonies et passer à autre chose pour, comme le dit Général de Gaulle d'ailleurs un peu plus tard, eh bien, la France n'a pas besoin de construire un nouveau dispensaire en Afrique, elle a besoin d'usines, elle a besoin d'autoroutes, elle a besoin de voies ferrées, elle a besoin d'avions, etc., etc. Donc la gauche ne comprend toujours pas ça et se lance contre tout réalisme dans des guerres de décolonisation qui vont coûter cher à son armée. Une fois de plus, on voit que la gauche n'est jamais avare du sang des Français lorsqu'il s'agit de poursuivre ses objectifs idéologiques. Donc cette gauche de la Quatrième République fait la guerre en Indochine, perd la guerre en Indochine,